Bruno Cavagné. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau TV du Pop-Up 2022. Je rappelle que vous êtes le président de la FNTP. Depuis le dernier Pop-Up qui avait eu lieu en 2019, comment se porte le secteur? Je vous pose cette question parce que ces dernières années, il a dû faire face, ce secteur, à plusieurs grandes crises, celle du Covid évidemment, mais pas seulement, la crise ukrainienne, maintenant cette crise économique avec cette inflation. Dans quel état est le secteur aujourd'hui? Alors effectivement, c'est, j'allais dire, presque une décennie, c'est pas une décennie, mais il s'est passé tellement de choses depuis ce dernier pop-up. Vous l'avez rappelé, le Covid était quelque chose que personne évidemment n'attendait, où finalement l'activité est repartie assez vite. La profession s'était mobilisée très vite, un mois et demi après, quasiment, on a réussi avec des protocoles à repartir. Donc on s'est dit formidable, on est sorti de là, et puis on a commencé à avoir des matériaux qui ont commencé à augmenter. Et puis derrière, quelques temps après, la guerre en Ukraine, à nouveau des incertitudes, une crise des matériaux, aujourd'hui l'inflation. Donc beaucoup de choses en 3 ans. Et comment va le secteur? Finalement, on peut se dire que face à tout ça, il ne va pas si mal que ça. Puisqu'on a continué à faire des campagnes d'attractivité, on a continué à embaucher, on a continué à former. Aujourd'hui à Toulouse, le pop-up en est une démonstration formidable. Je crois que les entrepreneurs de travaux publics n'ont pas baissé les bras. On a continué. On a eu des maîtres d'ouvrage, que ce soit l'État, les collectivités locales, qui ont jusqu'à présent, en tous les cas, continué à investir. La vraie question, ça va être qu'est-ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Il ne vous aura pas échappé que l'Assemblée nationale a changé, qu'on a de nouveaux députés, que l'inflation est là, plus ou moins galopante. Donc on va voir dans les mois qui arrivent ce qui va se passer. Mais globalement, quand on fait le tour de France, on a des chefs d'entreprise, pour l'instant, qui sont quand même énergiques et assez optimistes. Alors vous avez engagé il y a à peu près 2 ans, si mes souvenirs sont bons, la profession dans la transition écologique. Vous avez mené un certain nombre de travaux, de réflexions. Où en est-on de ces travaux? Effectivement, il y a maintenant 2 ans et demi, on s'est dit finalement nos métiers sont en train de changer, mais au-delà de nos métiers, le monde dans lequel on vit est en train de changer. La France a pris des engagements, vous le savez, à l'horizon 2030-2050 pour une neutralité carbone. Et les questions qu'on s'est posées, c'était comment les travaux publics peuvent s'inscrire dans cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc nous avons entrepris des travaux avec notamment Carbone 4, qui n'est pas connu pour être un fanat des infrastructures, mais qui a travaillé avec nous de façon très objective. Et on a appris plusieurs choses. D'abord que l'empreinte carbone des travaux publics, le fait de construire des ouvrages, c'est 3,5% de l'entreprise carbone dans le pays. Donc on est en train de travailler pour baisser notre empreinte carbone. Et puis on s'est aperçu également que l'utilisation des infrastructures, c'est 50% de l'empreinte carbone du pays. Et ça a été une vraie surprise, je crois, pour tout le monde. Se dire que si on ne travaille pas sur l'utilisation des infrastructures, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures que l'on doit construire et comment on les entretient, comment on les utilise, on ne travaille pas sur la moitié de l'empreinte carbone du pays. Et à partir de là, on a fait 2 scénarios. En disant, combien faut-il investir pour, à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050, être dans les engagements de la France. Carbone 4 a fait un premier scénario, dit sobriété, qui est en fait un scénario plutôt de décroissance, considérant que dans les années à venir, on aura besoin de... Il y aura moins de démographie, moins de mobilité, moins besoin d'énergie, bref, moins de beaucoup de choses. Et malgré tout, pour adapter les infrastructures, il va falloir trouver 15 milliards de plus par an, pour investir et adapter ces infrastructures. Et puis à côté de ça, on a fait un scénario dit pro-techno, le mot n'est pas très joli, où on considère qu'on aura besoin de plus de mobilité, qu'on aura besoin, qu'il y aura plus de démographie, mais que finalement, grâce notamment à l'innovation, à l'horizon 2050, on arrivera au même résultat, grâce notamment donc à l'innovation. Et là, c'est 30 milliards de plus par an. 15 milliards, ce sont des sommes considérables. Et on vient de terminer, alors pas terminer parce que le travail est toujours en cours,
mais de réfléchir à comment sommes-nous capables de financer ces projets dans un contexte où on le voit bien, l'énergie a un coût très important, et ce sont toutes ces études que l'on présente. Ce matin, on en parlait avec Clément Beaune, qui était là. Je vais, dans une quinzaine de jours, je vois la Première ministre. J'en avais parlé au Président de la République au mois de février. Bref, on essaie d'avancer sur ce sujet pour dire il faut changer la donne, il faut mettre des investissements, pas que publics bien sûr, hein, privés, pour arriver au résultat que l'on souhaite. Vous avez parlé d'énergie, de la crise énergétique, peut-être un petit mot de ce contexte, justement, ce contexte ukrainien qui évidemment fait exploser, le mot n'est pas faible, le coût des matières, et ça vous facilite pas la tâche, je l'imagine bien. Dans ce contexte, justement, comment la profession peut-elle maintenir une activité économique tout en tenant compte des contraintes environnementales qui sont de plus en plus présentes? C'est parfois la double ou la triple peine. C'est-à-dire qu'effectivement, cette crise ukrainienne, ou cette guerre en Ukraine, parce qu'on parle de crise, mais c'est une guerre en fait, hein, dont on ne sait pas quand elle va finir, elle a amplifié, on l'avait déjà un peu, mais elle a amplifié la hausse des matériaux par une pénurie. Par aussi, on pense, un effet d'aubaine de certains. Hein, soyons très clairs. Il y a des hausses qui se comprennent, il y en a d'autres qui ne se comprennent pas. Mais c'est vrai que quand vous avez des hausses de matériaux, quand vous avez du mal à le répercuter, ce qui est encore plus vrai pour nos amis du bâtiment, parce que vous n'avez pas de révision de prix, et quand vous prenez aussi des pénalités de retard parce que vous n'avez pas les matériaux, là c'est la triple peine et c'est très compliqué. Donc depuis des mois, nous travaillons notamment avec Bercy. Il y a des circulaires qui sont sorties, il y en a une qui vient de sortir encore hier de la Première ministre, d'Elisabeth Borne, pour demander, alors l'État évidemment, mais aussi aux élus locaux, de ne pas appliquer de pénalités de retard. Jean Castex en avait aussi fait une, d'essayer de répercuter au maximum la hausse des coûts des matériaux, et c'est comme ça que nous essayons de voir comment on peut changer. Et puis, surtout, on travaille également pour changer nos façons de travailler. On travaille avec les industriels pour essayer aussi de diminuer cette empreinte carbone. Alors, quand on parle de structure, d'infrastructure, et de transition écologique, on parle souvent de contraintes. Mais, et je l'ai vu notamment aujourd'hui sur le pop-up, j'ai l'impression aussi que cette transition écologique, ça peut être une superbe opportunité pour les TP. Je me trompe? Non, vous avez raison. Et il y a plein de sujets au départ qu'on subit ou qu'on pense subir. Et moi, ce que j'essaie de dire à mes adhérents, mes entreprises, déjà depuis quelques années, où on le prend comme une contrainte, ou on le prend comme une opportunité. Pardon. Je vous le disais tout à l'heure, le monde change. La question climatique, elle est prégnante. On ne peut pas imaginer demain qu'elle va s'améliorer. Donc, faisons-en un atout. On voit bien que nos métiers sont en train de changer, que les métiers de demain sont en train de changer, que le business de demain, je suis très pragmatique avec les entrepreneurs, sont en train de changer. Donc, ou nous adaptons, ou nous n'aurons plus de boulot, très clairement. Et de toute façon, nos maîtres d'ouvrage, que ce soit l'État ou les collectivités locales, sont demandeurs de ce changement. Donc le rôle de la fédération, c'est d'accompagner les entreprises, de les former à ce changement climatique. Ça prendra du temps. Là, on lance une première salve de formation sur 4 ans. Et au fur et à mesure de la technologie, on va faire des modules de formation pour diminuer l'empreinte carbone de notre profession et donc du pays. C'est donc une opportunité, je l'ai bien compris. Ça veut dire qu'il va falloir recruter, enfin j'imagine. On sait que c'est compliqué dans vos métiers, ça l'est encore, et là j'ai envie de dire, parce que ça fait quelques années que ça dure. On peut peut-être parler de ces difficultés de recrutement. Je sais que vous avez un cheval de bataille, c'est le recrutement des femmes dans les TP. Il n'y en a pas tant que ça, et vous avez envie que ça change. Oui, alors, vous savez, on parlait à un moment des métiers en tension. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de métiers en tension parce que tout le monde cherche. La fédération, depuis des années, a fait des campagnes de recrutement, d'attractivité. Il y a quelques années, on avait fait une campagne qui s'appelait Franchement Respect. On avait fait des clips de rap. Là, on a fait des films. Bref, on essaie d'être innovant pour attirer des jeunes. Et c'est vrai qu'on a délaissé les femmes depuis des décennies. J'avais essayé, il y a une vingtaine d'années ici, de faire une formation avec Isabelle Ferrer, femme conductrice d'engin. On va dire que ça a moyennement marché. On en a formé pas mal, mais assez peu sont restés dans les travaux publics.
Et donc on a travaillé depuis maintenant quelques mois pour essayer de comprendre pourquoi des femmes venaient ou ne venaient pas dans nos métiers, pourquoi sur des niveaux d'ingénieurs, quand elles arrivaient, elles ne restaient pas. Et on a eu tout un questionnaire là-dessus. Il faut savoir que sur la partie chantier, c'est 0,8% de la population totale. Donc sur la partie encadrement, c'est 20%. D'accord. Donc on s'est dit, on va déjà travailler sur la partie encadrement pour voir est-ce qu'on est capable d'être meilleur. Une des sujets qui a été abordé, par exemple, c'est les crèches. Parce qu'on s'est aperçu que vers 25 ans, 30 ans, il y avait des femmes qui arrêtaient. Alors à la limite, quand c'est la maternité, c'est pas très grave, mais qui certaines ne revenaient pas. Ouais. Et en fait, les crèches ont été un véritable... J'étais assez surpris, même si je savais que c'était compliqué, mais pas à ce point-là. Donc on a mandaté notre organisme ProBTP pour qu'il travaille sur ce sujet de crèche, pour savoir comment on est capable de disposer de plus de places en crèche. On travaille sur le congé parental, parce qu'on parle de la féminisation, mais la féminisation, elle se passe avec les couples aussi. Il faut que le mari ou le conjoint puisse aussi prendre des congés. On va donner des exemples de success story de femmes dans les entreprises. On va les accompagner dans les écoles, faire du mentoring pour que on ne laisse pas des femmes qui à un moment ont envie d'arrêter. Non, on veut les accompagner, on veut la réussite et on veut que tout ce qui marche, ça soit montré que les gens aient envie de venir dans nos métiers. Ça va être évidemment, on le sait, un combat de longue haleine. Il y aura probablement certains à convaincre, je l'ai vu déjà, mais ça c'est pas très grave. L'essentiel c'est de lancer la démarche. On a mis une commission avec un président qui est très moteur là-dessus. Ça nous prendra des mois et des années, mais on va y arriver. Et si ça peut vous rassurer, je peux vous dire que cet après-midi sur le pop-up à Toulouse, il y avait beaucoup de jeunes filles. Reste à savoir si on va transformer l'essai. Merci beaucoup Bruno Cavagné. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.